Bonjour à tous, bienvenue pour ce talk sur Houdini CSS. Avant toute chose, je voulais savoir qui connaît Houdini CSS, qui en a entendu parler. C'est bien, et donc gardez la main levée. Qui parmi ceux-là savent ce qui se cache un petit peu derrière? C'est bien, il n'y a pas beaucoup de mains, donc vous êtes au bon endroit, ça tombe bien. L'idée justement aujourd'hui, c'est de revenir avec vous sur les spécifications de Houdini CSS. Alors, je vais vous raconter une petite histoire avant. Donc, il était une fois des navigateurs qu'on connaît bien, des navigateurs modernes, vous remarquerez, et qui rendent des pages et qui affichent des choses. Mais ils n'affichent pas forcément tout et ils ne mettent pas forcément à disposition tout pour les développeurs. Résultat, les personnes qui sont derrière les navigateurs se sont dit c'est embêtant et il faudrait qu'on donne plus de contrôle à nos développeurs, il faudrait qu'ils soient capables de faire plus. Donc, ils ont créé en 2015 le Web Manifesto. Le Web Manifesto, donc l'idée c'est quoi? C'est de mener des réflexions par les vendeurs du web pour essayer de réfléchir comment on pourrait donner plus de choses, plus d'accès aux développeurs web. Concrètement, c'est ça, vous pourrez trouver le lien ici. Et donc, on va revenir un petit peu sur la base de ce qu'est un navigateur et comment ça marche, pour comprendre pourquoi on va parler d'Houdini aujourd'hui. Donc, un navigateur, c'est ça. On va récupérer un fichier HTML, on va le télécharger sur notre navigateur. Ensuite, ce fichier HTML, on va le processer et ça va nous générer deux types d'objets actuellement, le JSDOM et le CSSOM. Le JSDOM, donc c'est la représentation en objet JavaScript de notre DOM, et le CSSOM, c'est une partie accessible CSS, mais qui n'est pas tout à fait full, quoi. Ensuite, on va avoir deux étapes qui vont arriver après ça. La première, c'est le layout. Ok, j'ai récupéré mes objets. Maintenant, je vais commencer à les agencer, histoire de respecter un petit peu donc, le layout, flex, grid layout, etc. Et enfin, on va arriver dans la dernière phase, qui est la paint et composite. On va dessiner, on va mettre les couleurs, éventuellement on va mettre les gradients en utilisant la carte GPU, etc. Ça, c'est les deux dernières phases. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que donc, si on regarde d'un point de vue navigateur notre cycle de rendu d'une page, on a des choses qui sont accessibles et d'autres qui ne le sont pas. Et malheureusement, la majorité des choses n'est pas accessible. On n'a pas accès au parseur, on n'a pas accès à la cascade, au layout, au paint, au composite. Et l'idée d'Houdini, c'est de faire passer ce schéma qui est blanc avec un petit peu de jaune à quelque chose de complètement jaune. Donc, Houdini CSS est né avec comme nom Houdini. Pourquoi? Parce qu'on va révéler la magie des navigateurs. On va vous donner accès en fait à la magie qui est dessous le navigateur. Par derrière, donc, il y a le Web Manifesto qui est une chose, mais en fait, il faut savoir que c'est un groupe, un consortium derrière Houdini. Donc, le Houdini Group, forcément, regroupe les navigateurs modernes, donc Chrome, Firefox, Edge, Safari, Opera, et il y a aussi des indépendants comme HP, LG, Adobe ou Intel qui œuvrent aussi pour les biens de ce consortium. Donc, ça s'appelle le CSS Group. Ils se sont réunis début avril, ils ont fait avancer pas mal les specs encore à cette occasion-là, et ils continuent de faire ça régulièrement. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont défini? Comme je vous disais, l'idée c'est de passer tout en jaune. Donc pour passer ça en jaune, il faut qu'on rajoute des API. Il faut qu'on rajoute des choses, des concepts. Le premier, donc, on part de la gauche, le parseur, on va rajouter une parseur API. On va être capable de comprendre et analyser notre CSS. Ensuite, CSSOM, donc tout à l'heure c'était partiel. Là, on va créer TypedOM qui va nous donner plus de choses. Rassurez-vous, je vais tout détailler après. Donc là, je vous donne juste les noms et on verra après ce que ça donne réellement. Layout, on va avoir donc Layout API. On va être capable potentiellement, vous imaginez bien, donc, de créer nos propres layouts. Paint, on va avoir la possibilité donc, de rendre des choses différentes. Je vais détailler après. Composite, pour l'instant, il n'y a rien. Côté parseur et TypedOM, c'est regroupé sous un nom qu'ils ont appelé Properties and Value, donc il y a d'autres concepts qui viennent avec. Et côté Layout et Paint, c'est derrière un nouveau concept qui s'appelle le Worklet. Donc, vous en faites pas, on va revoir tout ça ensemble. Commençons par TypedOM. TypedOM, pourquoi? Parce que ça va être la base en fait. C'est ce qui va nous donner... Je vais dégager ma souris, c'est moche. C'est ce qui va nous donner accès en JavaScript à tout ce qui est manipulation du CSS. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ça pour moi c'est un problème. Pourquoi? Parce que, ok, j'ai une div, très bien, et je vais vouloir setter la hauteur. Bon, soit, on a l'habitude. Mais là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire dans un premier temps un cast. Donc je lui ai donné un int, une unité.
je les caste, et après le navigateur, lui de son côté, qu'est-ce qu'il fait? Il doit analyser cette chaîne de caractères, vérifier qu'elle est pertinente, et ensuite extraire les informations pour dire d'un côté il y a le chiffre, de l'autre il y a l'unité. Pourquoi on ne pourrait pas finalement lui donner tous les éléments? On sait qu'une hauteur, c'est quelque chose qui attend une longueur avec une unité. Est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement lui dire, tiens, je veux te donner 10 px, mais voilà, qu'on ait des objets qui correspondent à ça, qui nous évitent donc ces phases de parsing inutiles. C'est pour ça qu'ils ont créé Attribute Style Map. Donc avant vous aviez style, maintenant vous allez avoir en plus Attribute Style Map. Et on va avoir des choses type CSS PX. Donc là, on va manipuler directement, explicitement des PX. Donc en termes de possibilités, on va avoir des trucs comme les unités, donc des EM, des PX, des W-widths, des secondes, des millisecondes, enfin tout ce qu'on manipule globalement en termes de type dans le CSS. On va avoir des positions, du coup on va pouvoir les manipuler. Donc là par exemple on est en train de manipuler la position 5-10. On va pouvoir faire des transformations CSS et on va pouvoir faire aussi des calculs arithmétiques qu'on va pouvoir éventuellement extraire, manipuler, traiter directement depuis le JavaScript. Donc en termes d'API, on a, si on regarde quand on veut setter quelque chose, on a Attribute Style Map qui est donc le nouveau point d'entrée dont je vous ai parlé. On fait un set dessus, donc l'opacité, je vais lui mettre un chiffre. Et je ne suis plus en train de caster quelque chose. Je lui donne vraiment explicitement un chiffre. De la même façon pour left. Ensuite, on va l'extraire. Et vous voyez, sur l'opacité, je vais récupérer la value, alors que sur le left, je vais avoir deux possibilités de récupérer des choses. Je vais avoir d'un côté la value et de l'autre l'unité. Ensuite, je vais aussi avoir la possibilité de détecter la présence d'attributs. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Voire même, je vais pouvoir les nettoyer directement depuis Attribute Style Map. Donc ça, voilà, ça c'est la nouvelle API de Type2M. Donc il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire en plus dessus. Globalement, quand je partagerai les slides à la fin, vous verrez que les slides que vous verrez seront beaucoup plus riches et possèdent justement beaucoup plus de détails sur cette partie-là. Autre truc qui peut être très intéressant, c'est la conversion. Type2M va se charger pour nous de nous aider dans la manipulation des types et des conversions. Donc on va pouvoir, par exemple, ici j'avais 500 px, et ben je vais pouvoir les convertir en millimètres, en inch, en tout ce qui existe en fait comme unité, en EM si j'ai envie, voire même des radians, des millisecondes, etc. Donc, toujours dans des choses qui ont du sens. Hein. Je ne peux pas convertir une distance forcément en millisecondes, ça n'a pas de sens, bien entendu. Mais bon. Donc petite démo. Là, ici, qu'est-ce qui se passe? Je vais avoir donc un carré là, qui est là et qui va bouger quand je vais me passer ma souris dessus. Et donc l'idée, ce que j'ai fait, c'est pas, j'ai pas déclaré dans mon CSS un overstate. Là, j'ai vraiment fait du JavaScript, donc à peu près le code qu'on voit là, c'est quasiment celui-là. Donc quand ma souris va entrer, vous allez avoir une transformation qui va être appliquée. Donc, on voit bien, du coup, que là, c'est du JS qui est en train d'exécuter et qui manipule directement via Type2M mon élément. Donc ça, c'était pour la partie Type2M. Du coup, on est en train de donner du sens maintenant. On donne de la valeur à nos attributs, etc. Maintenant, Custom Properties. Qui a entendu parler des Custom Properties ou variables CSS? Il y a encore pas mal de monde qui ne sait pas ce que c'est. Désolé pour ceux qui ont levé la main, mais je vais revenir un petit peu dessus. Donc, Custom Properties, c'est quoi? C'est donc plus connu sous le nom de variable CSS, mais vraiment, c'est des properties. Ça se déclare comme ça. Donc, je vais avoir un nom. Potentiellement, je vais lui mettre une couleur, une chaîne de caractères, bref, tout ce qui est une valeur CSS. Et je vais l'utiliser comme ça. Color, var, etc. Voire même, je peux définir des valeurs par défaut. Donc, par exemple, l'idée, c'est je fais un web component où je suis en train de mettre par défaut une couleur, que moi j'ai envie que ce soit rouge, par exemple, mon texte, mais je mets à disposition quand même de développeurs tiers qui veulent utiliser mon web component une variable CSS qui vont pouvoir surcharger. Et donc, si dans leur boîte, ils ont envie que ce soit bleu et pas rouge, eh ben, ils surchargent juste la variable. Et du coup, de cette manière-là, ce sera bleu et pas rouge. Petite démo. Si on prend ici, j'ai du texte. Donc là, j'ai défini une variable. Bon, on ne va pas l'utiliser celle-ci, on va en définir une nouvelle. Et on va dire, je veux que mes deux textes là, ils prennent le nom de variable. Donc on va faire color, et puis par défaut, on va mettre ça red. On voit donc, en effet, ça prend la couleur rouge. Ça, c'est bien. Maintenant,
pour le texte 1, j'ai pas envie que ce soit rouge, j'ai envie que ce soit bleu. Enfin, ouais, on va mettre bleu. Allez. OK. Et pour le texte 2, j'ai envie que ce soit une autre couleur. Donc on va mettre, voilà, par exemple. Moi, ce que j'aime bien aussi à travers ça, c'est qu'en fait, on va pouvoir avoir des trucs un peu plus précis. On est juste en train de définir des choses. Donc là, si j'ai envie, par exemple, de définir le state, j'ai défini d'une manière générale le rendu. Et si j'ai envie, par exemple, que ici, en passant la souris dessus, ce soit pas brown, mais alors, black, on voit bien que mon texte il change de couleur de façon dynamique, etc. Donc, on se rend compte aussi que les custom properties sont très dynamiques. Comment ça s'utilise dans du JavaScript? On a notre variable qui est définie d'un côté, et en fait, on fait setProperty ou getProperty. Voilà. Je ne m'étale pas plus là-dessus parce que ce n'est pas le sujet de la presse, mais je vous ai parlé de ça pour poser les bases de ce qui arrive après avec Houdini. Donc, il y a la notion de properties and value. Properties and value, pourquoi on a ça? Parce que même si c'est super cool, les variables, il y a quand même des limitations. Genre, j'ai le droit d'écrire ça. Je peux dire une couleur, c'est green. Juste après, je lui dis, non, en fait, c'est une URL. Et après, je vais essayer d'utiliser ma variable. Le problème, forcément, une couleur, c'est pas une URL. C'est pas bon, ça va pas marcher. Et le problème, il est qu'en fait, j'ai pas pu la typer, cette properties. On ne sait pas ce qu'elle est. De la même façon, aujourd'hui, il y a des limitations du genre, on peut pas faire des transitions sur les custom properties. Pour la simple et bonne raison que une custom properties, comme ça peut être une couleur, une chaîne de caractères, une longueur, etc., le navigateur, il ne sait pas ce que c'est. Et il ne sait pas comment l'animer. Il ne sait pas quoi en faire. Donc, c'est là qu'arrive properties and value. L'idée, donc, c'est qu'on va définir à travers notre navigateur et donc notre code JavaScript des couleurs, enfin des variables qu'on va donner dans lesquelles on va leur donner un type. Donc ici, par exemple, j'ai défini une couleur qui est de type couleur, qui a une valeur par défaut. Et donc je peux définir des longueurs, des pourcentages, etc., etc. Il y a beaucoup de choses que je peux définir, quasiment toutes les valeurs. De même, je peux définir un ensemble de valeurs. Je peux dire que, par exemple, ça pourrait être color plus. Ça veut dire que c'est une array de color. Ma properties peut prendre donc n valeurs. Pourquoi on fait ça? Parce que du coup, on va donner du sens aux properties qu'on va manipuler. On va pouvoir du coup après jouer avec le type2m ou au contraire les animer. L'exemple que je vous montre ici, c'est quoi? C'est que j'ai défini deux fois le même code, le animate et le animate move. Le animate move il va être déclenché quand je vais cliquer sur le bouton, ça va juste ajouter la classe. Et vous voyez, je change juste la variable. La variable pour lui dire en gros dès que je clique, tu vas pousser de moins 100 pixels, de moins 100 px vers le haut, donc tu vas remonter. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que d'un côté, j'ai bien défini, il y a un transition property qui me permet normalement d'animer des properties, mais d'un côté, je l'ai déclaré dans mon JavaScript et de l'autre, je ne l'ai pas déclaré. Et on va voir la différence. À gauche, donc, c'est pas déclaré. À droite, c'est déclaré. C'est tout de suite plus smooth. Parce que du coup, le navigateur, il comprend ce qu'est la property et donc il sait quoi en faire. Ça va, vous êtes toujours avec moi? Ouais. Ok, parce que là, je vous préviens, on va rentrer dans une phase un peu dure, là, un peu méta et tout ça. Donc, faut que. Je sais que vous avez faim, hein, on est bientôt l'heure de manger, etc. Mais bon. Donc là, on arrive sur un concept clé qui est les worklets. Les worklets, c'est quoi? C'est expliqué comme des sortes de web workers, parce que c'est dans des threads à part, mais targetés pour la performance graphique. À quoi ça va servir? On a un beau schéma bien compliqué qui donc explique. Ici, j'ai ma partie moteur de rendu. Très bien. Je vais avoir donc, le fameux main thread classique dans lequel on fait tourner notre JavaScript, c'est très bien. Et on va avoir notre JavaScript qui est utilisé. Il va invoquer un worklet, donc quelque chose qui va faire des travaux pour nous graphiques. On va voir après à quoi ça peut correspondre. Et en fait, ce qui se passe par derrière, c'est qu'en fonction des capacités de notre ordinateur, de notre téléphone, etc., il va nous donner l'impression de nous donner accès à un élément, mais en fait, ce qui se passe par derrière, c'est qu'il en instancie plusieurs en parallèle. Et on va faire du multithreading là, de façon à optimiser, démultiplier les performances, et donc avoir des choses plus performantes. Donc du coup, si j'ajoute un worklet, je vais avoir n worklets cachés qui vont être créés pour faire le rendu pour moi.
et c'est indépendant du main thread. On voit bien qu'il y a le main thread et mes worklet process qui sont séparés. Résultat, si j'ai fait un truc qui plante dans un de mes worklets, bah, ça ne fait pas planter mon navigateur ni mon main thread, bref, ça ne fait pas planter mon app quoi, ou mon site. Maintenant, qu'est-ce que c'est un worklet? Qu'est-ce que c'est ce truc-là? L'idée, c'est donc de faire du travail graphique sur des choses qu'on n'avait pas accès. Exemple, il y a aujourd'hui 3 worklets que je vais vous présenter. Donc le Paint, le Animation et le Layout. L'Animation, on va travailler des choses, on va faire bouger des éléments de façon indépendante donc du coup du main thread et ciblée. Layout, bah, quand on est en train d'agencer les éléments, du coup ça va être fait dans un thread à part. Et Paint, c'est pareil, je vais dessiner des éléments que je ne pouvais pas faire avant. Je vais vous montrer des exemples. Commençons par la base, l'API la plus simple, la Paint API. Alors d'une manière générale, vous verrez sur Internet, il y a souvent les deux vocabulaires qui cohabitent, Paint API et Paint Worklet, parce que Paint API, c'est donc l'ensemble des méthodes que vous allez utiliser pour fabriquer un Paint Worklet. D'accord? Tout se passe dans le Paint Worklet. Comment on déclare ça? On a un nouvel objet, CSS, disponible dans Windows, avec un Paint Worklet. Donc là, on ne peut pas créer ses propres worklets en fait. On va utiliser ceux mis à disposition par ce que le Houdini Group a décidé. Donc il y a Paint Worklet, Animation Worklet et Layout Worklet. Là, on est sur le Paint. Paint, on va donc déclarer un nouveau module, un module JavaScript, qui est quoi? Une classe avec 2 méthodes, Input Properties et Input Argument. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir passer des données à notre Paint Worklet. Par exemple, ici, je vais pouvoir dire que au même niveau que la définition de mon worklet, de la chose qu'il utilise, vous allez voir, ça va être concret après dans l'utilisation, je peux définir une properties, voire même je peux lui donner des arguments. À vous, libre à vous de choisir. Et enfin, on se retrouve à dessiner. Qui a déjà fait des Canva ici? Ok, alors, du coup, vous ne serez pas trop perdu, parce que l'API de Paint API, dans l'implémentation, c'est quasiment la même que celle des Canva. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a un objet CTX, qui est le fameux contexte de dessin qu'on retrouve toujours quand on est dans un Canva. Je dis quasiment la même, parce qu'elle est un peu plus light, parce qu'ils ont supprimé des trucs qui pouvaient être trop consommateurs pour l'instant, et qui pourraient ralentir le worklet, et donc du coup votre navigateur. La géométrie après, c'est la partie, les tailles de votre objet, les properties qu'on a définies, les custom properties et les arguments. Et enfin, je dis enregistre-toi auprès du navigateur afin que le navigateur comprenne de quoi on parle. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce que justement, je vais pouvoir dessiner des nouveaux trucs. Background image, cette fois-ci, je peux faire un paint de MyPainter. Alors MyPainter, pour rappel, c'était le truc que j'ai registré à la fin. D'accord? Donc, ici, je vous ai montré les 2 exemples. Avec d'un côté le Custom Properties, donc la couleur va avoir une incidence sur le Paint, ou au contraire, je peux mettre des arguments si j'ai envie. C'est libre à vous. Les deux sont laissés. Petit exemple, ici j'ai un cercle, donc j'ai un Paint Circle, vous voyez. Et si je change la valeur donc, de mon Circle Color, voilà. Donc on va le mettre en green, voilà. Donc déjà c'est dynamique. Alors, le Paint, il se fait que quand le navigateur constate qu'il y a eu un changement sur les paramètres d'entrée. S'il y a un changement sur la géométrie, des choses comme ça. Si globalement vous ne touchez pas à votre page, là c'est pas en train de repaint en base. C'est OK, je lui ai dit ça y est, la couleur elle est green, elle a pu évoluer. Il n'est plus en train de faire des repaint. Et donc là, si on regarde par exemple la bordure, voilà. Si je change un des arguments, de la même façon, c'est dynamique. Et pour la petite histoire, le cadre qui est autour, là, que j'utilise pour ces slides-là, c'est de la Paint API. Là, si vous regardez le code source de mes slides, vous verrez que c'est background paint cadre. Donc je peux changer la couleur dynamiquement. Ça, c'était pour le Paint Worklet. Maintenant, on arrive dans l'Animation Worklet. Attention, ça va être de plus en plus compliqué. Alors, l'Animation Worklet, lui, du coup, comme je vous dis, il fait de l'animation. Très bien. Mais comment ça marche? Il y a 2 choses dont il a besoin. Alors, vous voyez en haut le petit dessin en haut, ici, c'est mon navigateur. Et le petit truc jaune ici, c'est la div que je veux animer.
Donc l'idée justement, c'est de faire en sorte que je ne me concentre que sur l'animation de cette div-là et que je ne touche pas au reste de la page côté performance. On va avoir besoin de deux choses. D'un côté, le Worklet Animator et de l'autre, le Worklet Animation. Mais qu'est-ce que le Worklet Animator et qu'est-ce que la Worklet Animation? Eh bien, je vais vous le dire. Le Worklet Animator, c'est quelque chose qui va vous expliquer, qui va permettre d'expliquer au navigateur où est-ce qu'il en est dans le rendu d'une animation en termes de keyframe. Imaginons, je suis le navigateur et je veux animer mon bras d'un translate X. Ok, soit. Maintenant, comment je sais, par rapport au temps qui va correspondre à l'animation, quand est-ce que je suis là? Qu'est-ce qui fait que je suis à ce niveau-là de mon animation? Et bien ça, c'est le Worklet Animator qui va le dire. Il va dire comment rendre ça. Imaginez, donc, si on regarde le Worklet Animator, là, je l'ai lié à un autre truc jaune avec une petite barre blanche. C'est censé représenter une scroll bar. Bon, bref. Et l'idée, c'est de dire, par exemple, qu'est-ce qui fait que quand je suis en train de scroller, bah, le 0%, le 50%, le 80%, ça correspond à quoi dans mon animation? D'accord? Si je suis en train de scroller ma page, vous voyez, mon bras il bouge en même temps, ok? Bah, comment on fait ce lien entre le scroll, qui a un pourcentage, et l'animation? Ça, c'est le job du Worklet Animator. Maintenant, on arrive après dans la Worklet Animation. Et la Worklet Animation, elle va se concentrer donc elle a toutes les infos en fait. Elle connaît la div, elle connaît le framerate, elle sait comment gérer les frames en fait, et elle connaît ce petit dernier truc là que j'ai mis, qui sont donc l'animation à appliquer. Dans mon cas, un translate. Ça va? C'est bon? Allez, on va rentrer dans le code là, vous allez voir, ça va être bien fun. Donc, deux choses, je register un animator de façon très originale, et je vais l'animer. Donc là, je vais appliquer donc, un lien entre mon animation et le pourcentage. Je vais définir un temps. Imaginons donc, j'ai ajouté sur mon worklet mon animator, le fameux scroll dont je vous parlais tout à l'heure. Là, ça dit quoi? Ça dit que je vais watcher le element to that scroll et je vais lui appliquer une unité de temps qui est de 1000. Donc quand je suis à 0, c'est à 0. Quand je suis à 100%, c'est à 1000. Et donc ça, cette donnée-là, en fait, elle va être envoyée à l'animator pour être appliquée après, pour savoir où on en est dans notre framerate. D'accord? Aujourd'hui, avec Houdini, il y a deux choses de fournies. Il y a le scroll timeline ou il y a la timeline tout court. On peut éventuellement définir, du coup, avec la Worklet Animation, des animations basées sur le temps. On pourrait très bien dire, je veux une animation de 10 secondes avec 10 000 unités de temps. D'accord? Ça, c'était pour la partie gestion de la frame. Donc là, globalement, on a fait tout ce qu'il fallait pour être capable de comprendre où j'en suis, où ma transition en est dans l'animation. Maintenant, on passe à l'animation pure. Donc, on va définir, comme on définit en CSS, des keyframes sur un élément, et on va donner l'ensemble des translations, des choses qu'on va animer. Donc là, par exemple, je suis en train de faire un translate Y et un scale, et on va donner les étapes. C'est quoi les clés? Contrairement au keyframe qu'on a au CSS, où on va pouvoir dire, par exemple, dans un premier temps, j'ai 10%, après j'ai 50%, après j'ai 100%, là, vous n'avez pas le choix, en fait. Là, on est entre 0 et 100%. Si je rajoutais un autre élément, ce serait 0, 50, 100%. D'accord? On n'a pas encore ce grain-là, mais comme je vous dis, on est encore au début de la spec, peut-être que ça va évoluer, ça. C'était pour l'animation, et forcément, je lui donne une méthode d'animation. Est-ce que c'est linéaire? Est-ce que c'est ease? Est-ce que c'est toutes les Bézier, etc. Et un temps. Ok, donc on a vu le framerate, on a vu l'animation, enfin l'effet. Maintenant, il faut voir l'animation pure. L'animation, donc une fois qu'on a tous ces éléments ensemble, on va créer une worklet animation, donc on va utiliser un nom, on va utiliser mes fameux effets, c'était mes keyframes. On va lui dire qu'est-ce qui définit ma fameuse timeline, donc tout à l'heure le scroll. Des options pour l'instant qui ne sont pas encore détaillées dans la spec, donc je ne peux pas vous en dire plus. Et play, on va la jouer. Ça donne quoi? Si on prend cet exemple, qui est l'exemple qu'on retrouve finalement partout, donc quand je vais commencer à scroller cet élément, mon avatar, il va scaler doucement
pour se réduire. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que je ne touche que la div de mon avatar. Alors, on va essayer de scroller doucement. Et là, en fait, on voit bien donc l'aspect progressif lié à la timeline, etc. Donc là, à travers cette démo, on se rend compte qu'on est capable d'animer maintenant des choses. Dernière layout, je vous laisse souffler une seconde. La layout API, c'est parti. Alors, la layout API, donc on va cette fois-ci s'attaquer à l'agencement. On a fait le dessin, on a fait l'animation, on va faire l'agencement. Il parle de box tree, j'y reviendrai après. Mais globalement, on va essayer de rendre graphiquement des choses pour... Imaginez, on est 5 ans en arrière, grid layout n'est pas encore disponible, et on a envie d'en faire. On fait comment? On est embêté. Et là, avec la layout API, on pourrait avoir une implémentation Houdini de la grid layout qu'on utiliserait, qui ne serait pas un polyfill JavaScript baveux qui ne marche pas bien, qui serait un truc vraiment interprété comme il faut, comme doit l'être le moteur de rendu d'un navigateur, et donc nous permettrait d'avoir finalement, dès la spécification du layout, l'implémentation qui va avec. Comment ça marche? On a un parent element. C'est quoi le parent element? C'est là-dessus que je vais appliquer mon layout. Donc par exemple, sur le parent element, je vais mettre un grid layout ou un flexbox. Constraint space, c'est tout ce qui est les contraintes du type padding, la border parce que ça prend de la place, ou les scroll bars. Résultat, on se rend compte que quand bien même on a un parent élément, on ne peut pas dessiner partout dedans. En fait, il y a quand même des contraintes, des choses qui sont imposées, sur lesquelles on n'a pas la main. Ça, c'est la constraint space. Après, on arrive sur les fils. Mais les fils, c'est pareil. Eux-mêmes, ils ont des contraintes. Ils ont aussi des borders, ils ont aussi des choses comme ça, des margins, des paddings, etc. Bref, un ensemble de contraintes. Et nous, là où on intervient, c'est sur le fragment. Vraiment, du coup, la fin du fin, le truc qu'on va afficher. Et donc, on va avoir accès à deux choses, inline offset et block offset, qui vont donc nous donner les positions au sein du layout child. Côté API, donc register layout, avec un nom, une classe. Input properties, children input properties. Pourquoi? Parce que si on prend l'exemple de flex, sur le parent, display flex, sur les enfants, flex inline, start, stand, etc. Toutes les autres properties qu'on définit sur les enfants et qui ont un impact sur l'affichage du layout, c'est à ça que ça sert, le children input properties. Et enfin, on va avoir le child display qui va dire si on est en mode bloc ou pas, pour savoir si ça bave ou pas après. Les intrinsic size, c'est pour connaître la place prise par nos enfants. En gros, globalement, quelle est la place prise par mon layout. Et enfin, le layout, comment je vais rendre, comment je vais dessiner un peu tout ça. Je vais l'utiliser de la façon suivante. Je le déclare, très bien, et je fais simplement un display layout. Alors, chose que je ne comprends pas pour l'instant encore, ils n'ont pas utilisé les arguments. Peut-être que ça va évoluer, on verra. Quand on veut les positionner, donc on va récupérer notre layout, on a les children, donc les éléments à positionner, les edges qui étaient donc tout ce qui était les contraintes space du parent, les contraintes issues des children, et la style map, éventuellement tout ce qui va être en lien avec la fonte, les couleurs, etc. Première chose, on est en train d'itérer, on récupère tous nos enfants. Ensuite, on va définir quel est le point de départ. Ensuite, parmi tous nos enfants, on va commencer à les positionner. Et vous revoyez tout à l'heure ce que je vous ai montré, block offset, inline offset, qui sont donc les positionnements réels de mon élément. Et à partir de ça, j'itère, je crée un tableau et je rends ça au navigateur qui va donc connaître à la fin le positionnement de chacun de mes enfants. Et ça donne un truc comme ça. Ici, on a le fameux maçonnerie. Et si vous regardez, donc c'est... Alors, 1, 2, 3, là c'est à peu près logique. Donc si je vais augmenter le nombre de colonnes, qui lui pour le coup est une variable que j'incrémente, voilà, là ça va être plus parlant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On n'est plus tout à fait dans la même logique, parce que le principe de maçonnerie, c'est qu'on positionne l'élément suivant au plus haut, toujours. Donc on se retrouve à avoir un agencement qui est différent. Et là, du coup, ça c'est vraiment en utilisant la layout API. Qu'est-ce qui manque? Parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Le box tree. Le box tree, donc c'est la manipulation, donc l'extraction des données des fragments. Vous allez être capable de savoir quels sont les positionnements, les choses, les tailles.
de vos éléments pour ensuite les balancer au layout. Exemple, ici on a Hello Houdini World, très bien, et avec en style la première lettre de ma phrase qui est donc en vert. Qu'est-ce qui se passe? Le box-tree va extraire plusieurs choses. Il va extraire un truc global pour toute la phrase, un pour la hache, un pour le premier mot et un autre pour chacun des autres mots parce que c'est de l'italique, donc du coup ça prend des tailles différentes. Je ne peux pas vous en dire plus parce que globalement aujourd'hui il n'y a pas plus d'infos dessus. Parseur API, donc l'idée c'est de parser pour transformer des styles en type2m. Par exemple, je vais parser background green, je vais récupérer un objet type2m. De la même façon, si j'ai des choses plus complexes, on va récupérer style de 0. Donc là, on va récupérer la première, le margin top, etc. si on avait plusieurs. Et toute dernière API, c'est la font metrics. La font metrics, donc c'est celle sur laquelle aujourd'hui il n'y a qu'une phrase dans une issue GitHub qui dit « ça vous donne accès aux glyphes des fontes ». Concrètement, je pense qu'en réfléchissant un petit peu, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que l'idée de font metrics, c'est que ça va vous donner accès en fait à la valeur, à la taille réelle des fontes. Aujourd'hui, on n'est pas capable de savoir entre deux fontes quelle place ça prend. Et bien, font metrics, globalement, tel que je le comprends, c'est ça l'objectif. C'est donner accès à ces informations qu'aujourd'hui on n'a pas. Et donc être capable après d'ajuster au mieux. Question qui est sur toutes les lèvres, bien entendu. Peut-on utiliser Houdini? Bah non. Voyons. Bah non. Mais c'est pas grave, c'est quand même très prometteur. Non, globalement, ça marche quand même. Il y a des choses qui marchent. Tout ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'était sans polyfill. J'insiste quand même. J'étais certes dans Canary, mais vraiment sans polyfill. Ce qui est intéressant à suivre, en fait, c'est ce qui se passe du côté des specs. Il y a donc Das Surma, qui est un ingénieur de Google qui fait Houdini Ready Yet, qui est donc un site qui permet de suivre l'avancement. Et en fait, globalement, on voit que dès que ça va avancer vraiment ici, côté spec, ça va bouger après côté navigateur. Firefox a déjà commencé à afficher des envies d'avancer sur des trucs, même Safari au niveau de Type2M. Je pense que globalement, ce qui va avancer en premier, ça va être Paint, Properties and Value et Type2M. Après, tout ce qui est Worklet, Parser, Font Metrics, Layout, c'est tellement critique en termes de performance que je pense que Safari va mettre un peu de temps à s'y mettre. Et Edge, c'est juste parce qu'ils ont pas mal de trucs en ce moment, d'autres chats à fouetter, mais globalement, ils font partie du groupe et ils ont envie quand même d'y aller, quoi. Je vais balayer très rapidement les liens. Houdini Ready Yet, donc c'est pour suivre l'avancement de la spec. Sam Richard, donc c'est un Américain qui a fait une présentation sur le sujet qui est vraiment très intéressante aussi. Il balaye d'autres aspects que je ne balaye pas, donc je vous invite à aller voir la vidéo. Les samples, si vous avez envie d'aller voir du code. Das Surma, donc l'ingé de Google à suivre pour les sujets. Houdini Task Force, si ça vous intéresse, de vous renseigner sur le groupe qui est derrière ça. Et donc moi, je suis Jean-François Garot, je suis GDE Web Technologies, je travaille pour Sphère. Et vous pouvez me suivre sur Twitter, ici. Et donc si vous avez envie d'avoir les liens de cette magnifique présentation, enfin j'espère qu'elle vous a plu, je vous invite à me suivre. Merci beaucoup, j'ai pas le temps pour les questions, par contre je peux les prendre en dehors. Merci à vous.